à tous et à toutes, non à toutes, voilà. Donc, sans plus attendre, on va démarrer par la présentation de nos intervenantes. Donc, Christelle Roger, juriste de... Oui, Christelle. Non, j'ai bien vu. Donc, juriste de formation, tu as plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines. D'abord, une grosse partie de ta carrière en industrie. Donc, c'est des sociétés comme SSI, Schaffer, Saint-Gobain, Arkema, Technip Énergie, un passage à l'international également. Groupe Renault-Nissan avec un périmètre de plus de 11 000 collaborateurs. Et depuis mai 2023, tu es donc directrice exécutive des ressources humaines et membre du COMEX de BPI France. Lucille, bonsoir. Après un master finance et business administration, tu démarres ta carrière chez Deloitte Sustainability en tant que consultante et auditrice en développement durable pendant 2 ans et demi. Tu as l'opportunité de t'enrichir ta carrière en partant à l'international. Durant 3 ans chez Dalberg Advisor, un petit passage chez Proparco, et depuis 2024, tu évolues au sein du cabinet Oderis. Et depuis le début de l'année, tu as été nommé senior manager ESG. Et enfin, donc Claire, bonsoir. Donc titulaire d'un master en finance, tu débutes ta carrière en tant qu'auditrice financière de fonds d'investissement chez Asternium au Luxembourg, puis contrôleur financier au sein de 2 sociétés de gestion de private equity, Ardian et 123IM. Après 8 années donc, dans le private equity et la finance, tu décides d'engager une reconversion vers ce beau métier des ressources humaines. Et tu structures la fonction RH chez 123. Tu rejoins ensuite Ophi Invest comme responsable du développement RH. Et maintenant, tu es nommé DRH d'Ophi Invest. Voilà. Je pense que Lucille, tu voulais donner quelques petits renseignements sur Oderis. Merci beaucoup Agnès. Donc, en effet, Oderis, c'est un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil dans lequel on est plus de 250 collaborateurs. On est basé en France. On a 6 bureaux en France et un bureau à l'international. On a 6 grands champs d'intervention: le Transaction Services, TS, l'évaluation, le restructuring, l'ESG, le performance, le taxe et le légal. Et on accompagne les entreprises tout au long de leur cycle de vie, avec une approche qui est très transverse sur les enjeux à la fois stratégiques, opérationnels et financiers. Voilà pour la petite présentation. Merci beaucoup. Et donc, moi, je vais me présenter quand même. Donc, je suis responsable du développement RH et engagement RSE dans une société du numérique. Mais auparavant, j'ai passé 16 ans en banque d'investissement comme sales trader et chasseur de tête. Donc, pour démarrer, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est toujours intéressant de savoir, on va dire, avoir un ordre de grandeur de ce qu'on appelle les femmes dans la finance. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, en France, ça représente dans la finance 30% des décisionnaires dans le secteur de la finance, avec évidemment des disparités selon les secteurs. Si on prend la gestion d'actifs cotés ou non cotés, on est à 39%. La banque d'investissement, beaucoup plus faible, 17%. Et cabinet de conseil en finance expertise comptable, 31%. Si on regarde les postes, c'est là où c'est une vraie problématique, puisqu'on a moins de 20% de femmes DG, 14% de femmes présidentes. Et si on prend la banque d'investissement, enfin plutôt responsable en corporate finance et banque d'investissement, 18% des postes de responsables sont occupés par des femmes. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il ne faut pas être pessimiste non plus, puisqu'il y a des actions, il y a des efforts qui portent leurs fruits. La dernière étude de Deloitte est sortie, de France Invest est sortie en juillet 2025 et montre qu'effectivement la proportion des femmes au sein des équipes d'investissement est de 30% en 2024, en augmentation depuis que l'étude existe. On était à 29 en 2023, 28 en 2022, 27 en 2021. Alors, on va dire que ce n'est pas énorme, mais on est sur la bonne voie en tous les cas. Et je pense que Christelle pourra nous donner justement plus de renseignements là-dessus. Donc, eh bien, justement, où est-ce que vous en êtes dans vos entreprises respectives et qu'est-ce qui a le plus changé récemment? Christelle, justement. Alors, chez BPI, en fait, on est très, très investi sur les thèmes de l'inclusion et on sait qu'une entreprise performante, c'est aussi une entreprise inclusive. On a constaté, alors on a une parité qui est un petit peu inversée chez nous, globalement, puisqu'on a 55% de femmes et 45% d'hommes. Ceci étant, quand on regarde un peu plus dans le détail, sur l'investissement, je n'ai que 35% de femmes. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait moins de femmes sur les métiers de l'investissement, hormis le fait qu'il y a moins de femmes qui sont intéressées dans les écoles sur le sujet. Et du coup, on a plus de difficultés sur les recrutements. Et une fois qu'elles rentrent chez nous, on constate un peu plus de retrait sur les envies de progresser ou en tout cas sur
peut-être pas les envies, mais la déclaration sur le fait de le faire, en fait. Donc, nous, on va militer beaucoup sur comment on recrute et puis ensuite comment on les aide à prendre la place qu'elles doivent prendre. Tout à fait, ce que tu nous expliqueras tout à l'heure. Donc Lucille, pardon. Donc toi, c'est enfin Claire, pardon, excuse-moi. Dans ton Claire, dans ton entreprise, toi, où est-ce que vous en êtes sur cette parité justement? Donc chez Ophi Invest, déjà on est 750 collaborateurs. C'est 60% d'hommes et 40% de femmes. Et dans les métiers de l'investissement et de la gestion, c'est 35% de femmes. Oh, d'accord. Ouais. C'est pas mal. Ça doit être une moyenne. Tout à fait. Et donc Lucille, toi dans ton cabinet? Alors nous, comme je le disais, on est 250 dans notre cabinet. Aujourd'hui, il y a à peu près 21% de femmes. On est un cabinet en forte croissance. On est passé d'une équipe de 20-30 personnes il y a quelques années à 250 aujourd'hui. Donc la part des femmes a aussi augmenté avec la croissance des effectifs. On est sur plusieurs secteurs d'activité, enfin plusieurs business lines, comme je le disais. On fait beaucoup de TS, mais on est aussi sur de l'ESG, de la data, de la performance, de la transformation. Et selon les équipes, il y a plus ou moins de femmes. Aujourd'hui, dans les équipes ESG, donc environnement, social, gouvernance, on est 75% de femmes. Voilà, donc c'est variable selon les métiers, Tout à on va fait. dire. C'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs. Donc le sujet, c'est attirer donc des femmes, c'est la première étape. Après, il faut les encourager. Effectivement, comment encourager les plus jeunes à intégrer ce secteur. Donc ça, c'est toutes les actions que peuvent déployer les entreprises en ce sens. Christelle, au sein de la BPI, vous avez décidé de mettre en place des partenariats avec des écoles, oui, des journées bootcamp. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces actions, oui, et puis effectivement partager quelques résultats? Alors, je dirais que ce qu'on fait, en fait, c'est avec déjà les écoles partenaires et avec des personnes qui ont déjà décidé d'aller dans la finance. En fait, l'idéal, ce serait qu'on intègre les sujets beaucoup plus tôt, puisque c'est presque déjà trop tard, c'est-à-dire que c'est déjà déséquilibré sur les sujets. Ceci étant, on prend le sujet au fur et à mesure, et les actions qu'on mène chez BPI, on a notamment avec Level 20 mis en place des bootcamps. Alors un bootcamp qu'on a fait pour la première fois en octobre dernier, où avec les écoles partenaires, on a permis aux jeunes femmes qui sont dans ces écoles-là de venir à la BPI, de pouvoir voir des rôles modèles. On avait notamment aussi LinkedIn qui était là pour pouvoir aider sur les profils, sur comment on anime son profil, et pouvoir échanger sur la réalité du métier d'investisseuse pour qu'elles se disent concrètement, je sais dans quoi je m'engage, c'est intéressant, et on a fait aussi passer des entretiens tests pour se préparer à des recrutements futurs. Merci beaucoup. Lucille, vous au sein du cabinet, comment vous agissez sur cette préparation en amont, et puis à titre personnel, tu as été mentor aussi, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que tu as observé de tes accompagnements et qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'attractivité? En effet, c'est parfois difficile de capter des profils féminins dans les métiers de la finance, et il faut intervenir vraiment en amont. C'est pas au moment du recrutement qu'il faut intervenir, mais même dans les écoles, et aller au contact des profils masculins et féminins pour, dans les forums d'école, par exemple, de recrutement, aller représenter l'entreprise, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a un forum, par exemple, à l'EM Lyon, auquel on sera présent dans pas longtemps. On donne des cours aussi, des cours sur la finance, sur le TS, plus précisément sur l'ESG, etc., dans des écoles de commerce. Et puis, en effet, à titre personnel, j'ai été marraine d'une jeune fille qui était issue de quartiers prioritaires de la ville, d'une zone défavorisée. Et je l'ai aidée dans le cadre d'un programme, dans ses choix d'orientation. Je l'ai aidée à se mettre en valeur son profil à travers un CV, à travers LinkedIn. Je l'ai aidée à rédiger ses premières lettres de motivation, à prendre confiance en elle. Et voilà, et c'est en effet très tôt qu'il faut intervenir pour redonner confiance en elles aux jeunes filles et leur expliquer quelles sont les possibilités, en fait. Oui, tout à fait. Claire, comme évoqué plus tôt, vous avez presque la parité, vous, au sein d'Ophi Invest, pas dans les métiers de la gestion. Donc, comment expliquer et rééquilibrer? Oui, alors, juste pour préciser, donc on est presque à parité, mais dans les
dans des fonctions à haute responsabilité, par exemple dans mon COMEX. Pour donner un chiffre, et peut-être que c'est la même chose à la BPI, on est 2 femmes sur 11. Bah oui. Et ça, je pense que c'est assez représentatif, malheureusement, des hautes responsabilités. En fait, pour répondre à la question, beaucoup de choses sont mises en place au sein d'OFI. Et maintenant, on est tous obligés, c'est un choix volontaire et pas une obligation, de le faire. Il y a des choses d'articulation de vie privée, vie pro pour pouvoir accueillir ces femmes et que ce ne soit pas un frein dans les révolutions et personnelles et professionnelles. Des actions sont mises en place, pour ceux qui étaient là à la conférence juste précédente, au workshop, il y a une communauté qui a été mise en place. Et cette communauté, elle a son objectif, son unique objectif, c'est vraiment de créer une safe place des femmes pour qu'elles se sentent assez en sécurité pour pouvoir rayonner, se libérer, s'autoriser. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça ressemble à beaucoup de choses que vous avez entendues précédemment. Très bien, merci. Donc le message clé, c'est que les leviers d'attractivité se jouent dès la formation, effectivement en amont. Donc on comprend que la première étape, une fois qu'on a attiré, une fois qu'on a recruté, c'est effectivement les aider à rester, à progresser. Ça, c'est vraiment un autre combat, c'est ce qu'on voit. Donc Christelle, vous avez souligné que la progression est moindre pour les femmes investisseuses. Donc comment vous l'expliquez ? Et BPI est très actif dans l'accompagnement de sa population féminine et sa population d'investisseuses. Alors déjà, en fait, c'est un monde très masculin au départ. Donc les femmes prennent progressivement de la place, mais ils restent sur des codes masculins. Et en fait, on n'est jamais aussi à l'aise qu'avec excusez-moi du terme, mais avec les personnes qui nous ressemblent, avec les sujets qui nous ressemblent. Donc du coup, ils sont souvent, même de manière non volontaires, ils vont plutôt avoir tendance à se reconnaître dans d'autres messieurs qui sont dans leurs équipes et à pouvoir faire progresser plus rapidement des messieurs. Et alors, nous, côté femmes, on est plutôt aussi, depuis l'enfance, habitués à rester sages, polis, à attendre qu'on nous donne la permission de nous lever. Donc, tous ces stéréotypes-là sont toujours ancrés. Donc, il faut qu'on puisse aussi libérer les femmes des injonctions contradictoires. Moi, par exemple, on me dit souvent « Quoi, t'as pas fait ça pour tes enfants ?» Et alors, je coupe court tout de suite en disant « Je suis une mauvaise mère, donc je vais vous mettre très à l'aise. » Et au moins, on arrête de m'embêter avec ça. Parce que, en fait, quoi, t'as pas suivi sur Parcoursup ? Non, mais parce que je laisse de l'autonomie à mes enfants. S'il y a besoin, je suis là, comme un papa le ferait, en fait. Et on ne fait pas ce type de réflexion à un homme. Donc du coup, on est quand même contrainte soumise à des injonctions contradictoires qu'il faut aussi aider les femmes à s'en libérer. Donc on travaille sur différents stéréotypes, sur différents sujets, comme des ateliers. On propose des ateliers pour nos investisseuses où elles apprennent à poser leur voix. Les femmes sont beaucoup plus évaluées sur leur voix que les hommes. Parce que depuis l'Antiquité, et même avant, on n'avait pas le droit de parler en public en Grèce, par exemple. Et ça, c'est tellement ancré qu'aujourd'hui, c'est une habitude. Et une femme, si elle parle comme ça, tout de suite, elle va être évaluée sur le fait qu'elle est toute petite, toute timide, elle n'a pas voix au chapitre. Donc, on leur apprend à travailler sur le sujet, non pas pour la changer, mais pouvoir la poser, pouvoir connaître les forces, les faiblesses, et pouvoir l'utiliser comme les hommes le font dans les réunions. Pareil sur les comportements sexistes. On les aide à pouvoir les identifier, à savoir comment réagir par rapport à ces comportements. Alors on m'a dit, oui, mais alors dans l'entreprise, en fait, on est déjà victime de ça et c'est nous que tu formes. Oui, mais il n'y a pas que l'entreprise. Et quand vous êtes confronté avec des clients ou des partenaires, ils peuvent avoir des comportements sexistes et je vais rien pouvoir faire en tant que tel. Donc savoir comment les identifier et réagir, c'est aussi important. Et alors le troisième thème qu'on a mis en atelier, c'est les codes vestimentaires, où alors là, ça fait énormément parler. Ceci étant, moi, il n'y a pas un jour où je ne regarde pas mon agenda du lendemain en me disant qu'est-ce que tu as demain, comment tu t'habilles, et c'est une charge en fait. Donc apprendre aussi à comment se libérer de ça pour être plus tranquille et se dire ok, j'ai ma tenue de quand je rencontre du monde, je sais ce que je dois mettre. Quand je suis en réunion, je peux pas me permettre de me dire ouais, j'ai mis un pull qui gratte, ça me dérange, il faut que je sois focus sur mon sujet quoi en fait. Et rien que des choses comme ça en fait, c'est des tips pour pouvoir être plus à l'aise et se dire on y va. Donc et puis alors le sujet aussi
demande à nos femmes de travailler, c'est leur réseau. C'est un truc qui est inné chez les hommes. Moi, je suis partie en expat. Il y avait la bière du jeudi, par exemple. Hein. Donc, la bière du jeudi, c'était tous les mecs qui se réunissaient. J'étais la seule femme expat, j'étais pas invitée. Donc, en fait, le réseau, vous le faites pas. Et comme j'étais seule avec mes enfants, je pouvais pas non plus voir... mon mari pouvait pas y aller, puisque de toute façon, j'en avais pas. Et je pouvais pas avoir le réseau des femmes d'expat, parce qu'elles, de leur côté, elles rentraient à la maison, puis elles s'occupaient de leur mari le soir. Donc, en fait, on se retrouve souvent en stand-alone, comme ça, un peu suspendu. Donc, développer votre réseau. Le réseau, c'est indispensable. Ouais. Et moi, je milite pour la sororité. Voilà. Oui, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour être cofondatrice d'un réseau qui s'appelle le Club Dauphine Women, on travaille beaucoup ces sujets. Moi, on va voir les étudiantes assez tôt, dès qu'elles rentrent à Dauphine, et on leur dit « travaillez votre réseau ». Alors, effectivement, travailler son réseau, c'est du temps. Voilà, mais les hommes le prennent, ce temps. Donc, il faut que vous le preniez, parce que c'est là où on trouve aussi ces contacts, et c'est parfois des contacts qu'on gagne toute une vie et qui peuvent être très bénéfiques pour la suite. Et c'est pas forcément, parce que j'ai eu cette conversation là ce matin avec une collègue RH qui me disait comment je fais pour développer, est-ce que les clubs RH, etc. C'est pas forcément ça. Ça va être des gens avec qui vous créez des liens et que vous allez tenir tout au long de votre vie. Le job chez BPI, moi, ça a été par réseau que je l'ai eu. Vous avez tout un tas d'offres cachées. Si vous n'avez pas un réseau qui donne votre nom à un moment parce qu'il vous connaît suffisamment, ça ne marchera pas, quoi, en fait. Ouais. Alors, vous recoupez de toute une partie. Je rebondis, je donne quand même un chiffre. Ayant été 10 ans chasseur de tête, le marché caché, c'est 30% des postes. Donc, ça vous donne une idée du réseau. Voilà, c'est 30% des postes qui passent par le réseau. Donc, d'où l'intérêt de développer son réseau, effectivement. Donc, Claire, j'en profite pour dire, je rebondis sur le propos de Christelle sur le réseau interne. Vous, je crois que vous avez mis en place aussi une communauté, comment ça fonctionne au sein d'OFI. Et puis, c'est intéressant quand on a échangé, vous aviez dit qu'effectivement, vous êtes peu de femmes au sein du COMEX. Donc, comment vous faites changer aussi les mentalités? Voilà. J'ai bien aimé, vous m'aviez dit, vous faites ça avec quelque part beaucoup d'humanité, et en même temps un peu de fermeté. Donc, comment ça fonctionne? Oui. La communauté des femmes chez OFI, c'était une maturation de 2 ans et il a fallu amener le COMEX la proposition. Ah bon, mais pourquoi? Bon, bref, vous imaginez bien les réactions. Et pourquoi pas des hommes? Finalement, on en a convenu que cette communauté, elle avait toute sa légitimité. Et en fait, quand moi, je vous dis que cette communauté, c'est pas une promesse à la promotion, et c'est très, très clair, on vient pas dans la communauté parce qu'on souhaite un poste ou parce qu'on est des high potential. On vient pour créer cette safe place. Et en fait, c'est quand on est... Pour moi, elle est très vertueuse, parce que quand on est bien entre nous, quand on est en confiance, on est authentique. Quand on est authentique, on a un discours qui est impactant, et effectivement, on peut apprendre à poser sa voix. Moi, j'ai vu dans mon COMEX, il y a quelques années, une femme à qui on avait dû apprendre, je crois que c'est les cours d'HEC, quand tout le monde parle, vous parlez doucement et vous verrez que tout le monde vous écoute. C'était faux, en fait, elle parlait doucement et tout le monde en avait rien à la fiche. Donc, le COMEX d'après, elle faisait un peu la dure. Et finalement, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue un rôle. En vrai, l'authenticité, bon, ça, c'est mon avis à moi et chacun en fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que cette safe place où on est bien, et ben après, on peut se permettre de dire, tiens, tu as entendu parler de ce poste, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ce réseau, il marche aussi par cette confiance. Donc oui, on peut dire sororité, mais et finalement, c'est quelque chose qui a très bien pris chez OFI. Et donc, nous, c'était notre première saison l'année dernière. On relance cette année. On a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Et on a terminé notre communauté par une conférence de femmes inspirantes, mais sachant qu'on est toutes inspirantes pour ce qu'on représente dans quelque chose qu'on a vécu. Bon, il s'avère que là, on a fait venir 2 personnes du groupe très haut placées. Et il y avait beaucoup d'hommes à cette conférence. Mais en vrai, elles se sont montrées, elles étaient... Voilà, c'était pas plutôt comment vous avez fait votre parcours, etc. Elles ont parlé avec le cœur, ce qu'elles ont traversé. Et les hommes, en tout cas, il y a eu un avant et un après de cette communauté. Déjà, elle était pas secrète, mais les hommes pouvaient pas vraiment savoir ce qui s'y disait. Et quand ils ont vu cette conférence et ce que ça a apporté, ils sont venus quand même demander si on ferait pas un club des hommes.
Mais Oui, c'est évidemment, ça, sauf que c'est en off, exactement. Ils ont assez de clubs, je pense. Et Lucille, qui m'avait intéressée quand on avait échangé, c'était, tu disais, beaucoup de femmes partent avant d'être manager. Donc voilà, comment tu l'expliques? Et je crois qu'au sein du cabinet, vous avez mis en place également des formations, etc. Donc est-ce que tu peux nous partager ça? Alors, c'est pas que dans les métiers du TS et dans les autres cabinets dans lesquels j'ai travaillé, j'ai vu ça aussi. Bon, en fait, c'est mécanique, c'est pyramidal dans le conseil, donc il y a moins de postes en haut, puis les gens partent au fur et à mesure, hommes et femmes. Le secteur du TS, alors c'est vrai que le secteur du conseil, c'est un secteur qui est très exigeant. Il y a beaucoup de gens qui comptent pas leurs heures, mais nous, c'est quelque chose qu'on suit de près chez Odéris, notamment dans le cadre de notre labellisation, Lucie 26 000. C'est quelque chose sur lequel on est challengé, la parité, par notre auditeur. On est d'ailleurs en processus de relabellisation. On n'a aucun écart salarial chez nous. Notre index EGA-Pro, qui s'intéresse à la rémunération homme-femme, il est à 100 sur 100, donc c'est la meilleure note. On a une grille de salaire et les hommes sont payés pareil que les femmes, au même niveau. Ce qu'on a mis en place pour les femmes récemment, c'est des formations sur le leadership féminin. Ça fait un peu écho à ce que vous disiez, où on apprend justement aux femmes à poser leur voix, où on leur apprend à prendre confiance en elles. C'est du woman empowerment, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à expérimenter assez récemment. On fait plein d'autres choses aussi sur tout ce qui est congé, paternité, maternité, mais on en parlera un petit peu après. Donc je vais pas plus vite que la lumière, mais sinon, j'ai commencé aussi à participer et à co-organiser des ateliers sur la parité dans le private equity avec un cabinet de recrutement qui s'appelle Have You Met Simon, qui est axé sur la parité, et un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital. Et l'idée, c'est d'échanger justement entre pairs, entre fonds d'investissement, LPs, sur des sujets de parité et comment avancer et comment mettre en place des actions concrètes pour recruter les femmes, enfin les attirer déjà, les recruter et puis les retenir et les valoriser et faire en sorte qu'elles aient des parcours comme ceux des hommes en fait, et puis qu'elles restent et qu'elles se projettent et qu'elles se voient sur le long terme et qu'elles atteignent un jour le COMEX, peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le message clé, c'est effectivement, je pense qu'on est toutes d'accord avec ça, c'est déjà création d'une communauté, safe place, ça j'aime bien, et surtout le réseau, toujours le réseau, je pense que ça, on le répétera jamais assez. Si on devait parler maintenant de modèles effectivement plus inclusifs, puisque c'est quand même l'idée aussi, donc plus inclusif pour les femmes, évidemment, mais les hommes en font partie, parce que moi j'imagine pas, enfin je pense qu'on est toutes d'accord avec ça, j'imagine pas la parité sans les hommes, sinon. Et donc Lucille, alors justement vous parliez de programmes, etc. concernant le congé, etc. Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, chez Odéris, les hommes et les femmes peuvent bénéficier de congés paternité-maternité qui vont au-delà des congés légaux. Donc, on offre un certain nombre de jours en plus pour les hommes et pour les femmes. Le congé paternité, il n'est pas obligatoire, mais il est pris, en tout cas chez nous. Ces jours en plus sont pris, ce qui permet aux femmes de pouvoir avoir des relais chez elles, une fois qu'elles ont accouché. On a mis en place aussi un partenariat avec un réseau de crèches qui permet du coup de donner des places en crèche financées en partie par Odéris pour les collaborateurs Odéris, collaborateurs et collaboratrices. Voilà ce qu'on a mis en place au niveau des congés paternité-maternité, au-delà des prérequis légaux. Christelle, quand on avait échangé, ça c'était intéressant parce que je sais que vous avez. Moi, j'ai trouvé le propos intéressant sur le congé. Sur le congé maternité. Ouais, je suis tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, ça aggrave les écarts en fait. Donc, oui, en fait, voilà. moi, j'ai pas de problème pour avoir un congé maternité allongé. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la convention collective de la banque. Mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions, en fait, vous vous absentez plus longtemps. Les hommes s'absentent pas plus longtemps. Donc, du coup, on creuse les écarts. Donc, pour moi, la solution n'est pas d'allonger pour tout le monde, mais
d'égaliser la durée de l'absence. À partir du moment où vous n'aurez pas une égalité sur la durée d'absence, il y aura toujours une difficulté pour les femmes de rattraper, parce que 4 mois, je le sais l'absorber dans une carrière. J'ai pas de problème, c'est pas énorme. Moi, j'ai eu 2 maternités, j'ai été absente 2 fois du bureau, j'ai retrouvé mon job et il n'y avait pas de sujet. J'ai des personnes qui s'absentent 18 mois. 18 mois, je ne sais pas l'absorber en termes de carrière. C'est énorme. Donc, la solution, si on veut neutraliser, c'est que les hommes puissent s'absenter à peu près autant que les femmes. Parce que sinon, on continuera de creuser l'écart. Donc ça, c'était un petit débat qu'on avait eu dans la préparation. Tout à fait. Et c'était intéressant, c'est parce que vous avez un programme test auprès d'une population. Alors, ça, c'est trop intéressant. on n'est pas encore passé en test, mais en tout cas, effectivement, dans le cadre de notre communauté de femmes, puisqu'on a une communauté de femmes qui s'appelle BPI France, elle au pluriel, où on organise aussi des petits déjeuners avec les membres COMEX pour que les femmes soient plus exposées, qu'elles soient plus vues par les membres COMEX, etc. Donc, il y a il y a aussi un partenariat avec Women in Finance, etc. Mais il y a un sujet sur lequel on sait que les femmes sont plus sollicitées dans l'équipe vie pro, vie perso. C'est généralement elles qui s'occupent, par exemple, de réserver les places pour les activités des enfants, les rendez-vous médicaux. Donc il y a tout un tas de tâches administratives où on sait que c'est d'autorité dévolue aux femmes. Et j'ai une copine, c'est son mari, par exemple, qui est à la maison, qui s'occupe des enfants. Quand l'école l'appelle, il fait « Pourquoi vous m'appelez, en fait vous êtes la maman ?» Oui, mais c'est mon mari qui s'occupe des enfants. Donc, on est encore dans tout ce type de stéréotypes et de charge mentale. Et on est en train de regarder pour mettre à disposition de la communauté des investisseuses qui ont des enfants et des hommes qui sont dans la même situation, en fait, par exemple, monoparentalité ou d'aidance, une assistante personnelle pour un nombre d'heures limité dans le mois, ça peut être 20 heures, ça peut être pour que cette assistante personnelle fasse toutes ces tâches-là et qu'il y ait un rééquilibrage qui se crée. En fait, tout mon sujet, moi, ça va être de rééquilibrer. C'est pas de donner plus de chance aux femmes, c'est pas de faire de la discrimination positive, mais quand on voit qu'on part avec des déséquilibres qui sont créés, il faut à un moment qu'on puisse mettre des choses en parallèle pour rééquilibrer les chances. Et quand j'ai des messieurs qui viennent me dire « Ouais, mais c'est pas juste, tu fais plein de choses pour les femmes, et nous », je dis « Mais vous n'êtes pas dans la même situation, en fait. » Et je passe par le rééquilibrage et non pas par de la discrimination positive. Oui, merci beaucoup. Et Claire, à ton point de vue sur ce souhait justement d'équilibrer vie pro, vie perso, oui. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Oui, alors nous, on a mis pas mal de choses en place. Les crèches, mais c'est de la facilité pour les hommes et les femmes, donc c'est pas nécessairement pour le rééquilibrage. On a proposé pendant 2 ans justement ce système de... ça s'appelait d'assistanat personnel, ça s'appelait Ma Bonne Fée, et c'est justement un dispositif qui permet à tout collaborateur ou collaboratrice de pouvoir être aidé dans toutes les démarches administratives, donc effectivement notamment sur les sujets d'aidance, d'inscription d'enfants, voilà, pour libérer la charge mentale. Donc là, on vise tout le monde. Mais statistiquement, il y a plus de femmes qui l'ont utilisé que d'hommes, mais en vrai, ça a été un dispositif qui n'a pas été très utilisé. Ouais. Et en revanche, là où je pense qu'on a peut-être mal fait, c'est que 2 ans, c'est pas suffisant. La première année, et en fait, c'est souvent sur le temps long dont on se rend compte. Pour les congés mat, on a beaucoup réfléchi au lieu d'offrir encore des semaines aux femmes et un peu aux hommes, d'aller complètement sur une parité. Parce que finalement, à l'embauche, on va se dire, elle va avoir des enfants, c'est à minima 4 mois de départ. Mais finalement, lui aussi, il va peut-être avoir des enfants et c'est peut-être aussi 4 mois de départ. Bon, ça, c'est une maturation qui va prendre un peu de temps quand même, mais il est là le vrai équilibre. C'est que finalement, la personne, elle va partir a priori, elle peut partir. Et nous, pour le coup, ils le prennent. Alors, aussi, on en avait parlé pendant notre préparation, collé aux vacances ou peu importe. Et il y a un point très important qu'on a inscrit dans notre accord d'égalité pro, c'est le bonus. Le bonus, souvent, les managers sont tentés de se dire, en tout cas sur la partie rémunération variable, elle n'était pas là 4 mois, j'ai dû redonner ces sujets au reste de l'équipe, donc c'est normal. En fait, si la femme, elle part parce qu'elle enfante.
pour la bonne cause, absolument. Et donc, ça serait très injuste qu'elle ait moins. Finalement, elle doit être évaluée sur les 8 mois, mais projetée sur les 12. Donc, pour nous, il y a un regard très important que le manager ne serve pas plus les collègues, et souvent donc des hommes, voilà, pour ne pas créer de discrimination, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est correct, c'est le rééquilibrage qu'on cherche avant tout. Merci beaucoup. Alors justement, on parle de discrimination positive. Quelle idée vous avez là-dessus? Je vous laisse la parole. Je garde parce que j'ai le micro, mais je passe le. En fait, il y a quelque chose qui est important dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, c'est qu'on parle de discrimination positive, qui est génial parce que c'est un sujet apolémique, donc on pourrait tous en discuter pendant longtemps. Donc pour ça, c'est génial. Mais en revanche, moi, j'arrête d'utiliser le terme de discrimination positive parce que justement, il est trop polémiqueux. À vrai dire, parlons d'action positive où ça met tout le monde d'accord. Parce qu'il n'y a pas de discrimination positive, ce sont des actions positives en faveur des femmes, pas tout le temps, en faveur de l'inclusion. Donc voilà, moi j'ai une petite gêne par rapport à ce terme. Oui, moi je suis d'accord avec toi en fait. Discrimination positive, ça laisserait sous-entendre que vous n'avez pas les places que vous méritez. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a des codes d'évaluation qui sont différents. Les femmes n'ont pas... je veux dire, statistiquement, j'ai 55% de femmes dans l'entreprise. Pourquoi j'en ai que 23% COMEX? C'est pas possible que statistiquement, j'en ai moins qui soient capés pour prendre des postes au COMEX que la base que j'ai. Donc en fait, c'est parce qu'il y a des biais, il y a des codes qui sont mis en place et sur lesquels c'est pas les bonnes évaluations qui se font. Mais vous ne volez jamais vos places, quoi. Et dans la discrimination positive, c'est ce que ça laisse transparaître. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. En effet, parler d'action, ça recentre le débat, en fait. Et il n'y a plus de débat. Donc c'est très important. Enfin, la dénomination et les termes qu'on emploie sont très importants. Oui, tout à fait. Et dernière chose, c'est qu'au regard de votre expérience respective, quel conseil vous donneriez à l'assistance, en fait, à justement une jeune femme qui veut rentrer dans ces métiers qui paraissent encore effectivement peut-être un peu compliqués, peut-être fermés. Donc voilà, selon vos expériences. Moi, je dirais qu'il faut oser, en fait. Il faut contacter des gens sur LinkedIn, il faut participer à ce genre d'événement et bravo de l'avoir fait, c'est déjà un premier pas. Et tous les petits pas comptent. C'est ça qui est important. C'est d'avoir confiance en soi, mais la confiance en soi, ça se développe, c'est pas inné. Ça s'acquiert. Et tout le monde peut acquérir ça. C'est important de s'en convaincre et de savoir quelles sont ses forces. Une fois que vous savez ça, c'est bon, vous aurez tout l'or du monde. Alors j'ai souri quand tu as dit oser parce que c'est mon credo en fait. Donc c'est oser, oser, oser. Restez vous-même. Cherchez des alliés, faites votre cartographie des alliés, positionnez-vous, formez-vous au code pour mieux les détourner, mieux les utiliser à votre profit, et puis construisez votre réseau. Voilà. Après, si vous osez pas, vous saurez pas. Alors oui, on va tomber, on se prend tous des portes. Moi, la première, je me suis prise des portes. Oui, on prend des risques, mais on n'en meurt pas, quoi, en fait. Donc, si vous osez pas, vous aurez un regret de pas avoir essayé. Après, si on prend une porte, on se relève, il y a la résilience et puis on y retourne. C'est pas bien grave, en fait. Alors moi aussi, j'allais dire l'audace, mais finalement, je reviens dessus parce que vous l'avez dit. Non, en fait, moi, j'allais pas dire oser, j'allais dire rayonner et vivez. En fait, oser, on a l'impression que c'est une prise de risque. Enlevons cette notion de risque parce que finalement, qui peut peut-être nous freiner ou nous faire peur, mais juste vivez, voilà. Et ça veut dire tout ça. Sans vouloir le dire, parce que je veux enlever la notion de peur, mais juste rayonner, voilà. Moi, je rajouterais pas de barrière, surtout quand on vous dit que ce n'est pas possible. Voilà, moi, j'ai été en salle de marché avec que des hommes, et on m'a expliqué un jour que vraiment j'avais 2 enfants, donc ça allait pas être possible. Et j'ai dit, c'est possible en fait. Donc voilà, et je suis restée 14 ans, donc tout est possible. C'est une question d'organisation et effectivement de formation et d'image de soi. Voilà. Et là où je te rejoins tout à fait, Claire, il faut être authentique. Moi, j'ai jamais cherché à être un homme en salle de marché parce que c'est ridicule en fait. Donc, faut être authentique. Voilà. Il y a un sujet sur lequel je voulais revenir, sur la sororité en fait, parce que j'ai senti qu'il y avait un petit
un petit sujet quand j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi je parle de sororité? C'est parce qu'en fait, contrairement aux hommes qui construisent des réseaux et qui savent très bien se soutenir, quand il n'y a pas beaucoup de femmes dans une profession, on peut avoir l'effet inverse des femmes qui se disent mais moi j'en ai bavé pour en arriver où je suis, donc c'est hors de question en fait que j'en fasse bénéficier les personnes qui arrivent. Et on peut se retrouver dans des combats où on se dit mais pourquoi quoi en fait? Les hommes ils font pas ça en fait. Donc quand je parle de ce sororité, c'est plus dans on aide les femmes aussi à prendre les positions, à les conseiller et à les regarder avec un regard bienveillant. Alors quand je parle de bienveillance, ça veut pas dire complaisance. Il y a de l'exigence, sinon ça marche pas. Mais voilà, mon point de sororité, c'est pas sans contrepartie et sans exigence. Tout à fait d'accord avec toi.